la première objection qu'on rencontre le plus souvent, c'est bien beau tout ça, mais c'est pas vraiment possible. Et du coup, je vais essayer de donner quelques éléments de réponse au comment. Mais avant ça, je voudrais demander pour qui ce ne serait pas possible de faire un tel projet politique. Parce qu'en fait, pour la majorité de la population, pour toutes celles et ceux qui ont du mal à finir le mois, à se nourrir, à se loger, à se soigner, pour celles et ceux qui souffrent de discrimination, d'oppression spécifique, pour celles et ceux qui vivent sous le joug colonial, pour celles et ceux qui sont victimes des guerres, des maladies, de la faim, dans une société où pourtant on détruit chaque jour des tonnes de nourriture, dans une société où pourtant existent les vaccins, les médicaments, les infrastructures qui permettraient de sauver ces personnes-là, mais où elles sont accaparées par une minorité. Pour toutes ces personnes-là, pour la très large majorité de la population, ce qui n'est pas possible, c'est de continuer comme ça, c'est de ne pas mettre en cause le système capitaliste. Ce qui n'est pas possible, en fin de compte, ce sont tous les projets politiques qui se veulent compatibles avec le système capitaliste. Par contre, et ça a été dit, que ce soit dans l'introduction, que ce soit dans l'intervention de Sandrine, un tel projet, notre projet politique, évidemment, il passe par la remise en cause des profits d'une minorité sur le dos de la majorité, par une remise en cause des pleins pouvoirs politiques et économiques de cette minorité. Et là, évidemment, pour ces gens-là, notre projet politique n'est pas possible. Ils ne peuvent pas accepter une telle remise en cause de leur position. Donc, comme ils ne peuvent pas l'accepter, ça veut dire évidemment qu'ils vont s'y opposer par tous les moyens à leur disposition. Et quand on parle des gens qui ont toutes les clés du pouvoir, tous les moyens, ça fait beaucoup. Pour autant, nous ne sommes pas dénués d'atouts de notre côté, à commencer par l'atout du nombre, tout simplement, parce que nous sommes la très grande majorité de la population. Mais aussi, et peut-être même surtout, notre principal atout, c'est que, en fin de compte, qui fait tourner la société, qui produit les biens nécessaires, qui fait tourner la santé, l'éducation, les transports, et bien c'est bien nous. Ce ne sont pas les patrons, les actionnaires, ou encore les quelques politiciens à leurs bottes, ou les flics ou les militaires. Et ça, c'est un atout qui est majeur dans notre projet. Cependant, je le disais, la clique au pouvoir, évidemment, s'opposera à tout projet de société réellement émancipateur, à tout projet d'une société par toutes et tous et pour toutes et tous. Et donc, répondre aux besoins de l'ensemble de la population, ça nécessitera, et c'est le premier élément de réponse au comment, ça nécessitera un mouvement social, un affrontement social avec les gens au pouvoir d'ampleur et des mobilisations collectives importantes. Ensuite, évidemment, le système en place, on n'arrivera pas à le mettre à mal, on n'arrivera pas à en finir avec le système capitaliste, uniquement avec les outils mis en place par celles et ceux qui profitent du capitalisme et par les institutions qui, en fin de compte, n'ont pour seul but que la perpétuation de ce capitalisme. Donc, évidemment, pour le dire par exemple plus clairement, ça veut dire que c'est pas à l'Assemblée nationale ou c'est pas à l'Élysée qu'on construira une autre société, c'est dans nos luttes, dans nos mobilisations et dans notre quotidien sur nos lieux d'études, nos lieux de travail, nos lieux de vie. Si je dis que ce n'est pas avec les institutions présentes, les institutions actuelles, que l'on peut construire une autre société, ça signifie bien évidemment, et c'est un peu le deuxième élément de réponse au comment, que l'on va devoir construire nos propres outils et nos propres institutions. Alors, je vais développer un tout petit peu ce point-là, même si je vais essayer de pas trop traîner, mais c'est quand même capital. Quand je dis ça, nous, le NPA, on ne va pas s'opposer en avant-garde éclairée qui va vous dire clé en main et donner le détail, par le menu détail, quelles sont ces institutions. Pour la simple et bonne raison que ça ne se décide pas à froid comme ça d'un point de vue purement théorique. Ça se construira collectivement, toutes et tous, au cours du processus de changement de société, au cours du processus révolutionnaire. Évidemment, pour autant, dire ça, ça ne veut pas dire que l'on part de rien, on ne part pas du néant, parce que sinon, effectivement, ce serait un peu difficile d'y croire, et là, on pourrait sérieusement douter de la possibilité de ce qu'on appelle de nos voeux. Tout simplement, des cadres d'organisation collective, il en existe déjà plein. Alors évidemment, pas à l'échelle qu'il faudra pour gérer l'ensemble de la société, mais ils existent dans notre quotidien, ils existent dans nos quartiers. Il y a des collectifs de travailleurs, il y a des collectifs de parents d'élèves, enfin surtout de mères d'élèves, d'ailleurs très souvent, des collectifs de personnes victimes de certaines oppressions spécifiques qui s'organisent eux-mêmes ou elles-mêmes pour lutter contre. Et puis, évidemment, ces cadres, ils existent dans nos mobilisations, ils existent dans les mouvements d'occupation, dans les ZAD, ils existent dans les grèves les plus poussées, les plus abouties qui peuvent exister.
Pour expliciter un petit peu, hein, par exemple, effectivement, dans une grève qui est réellement forte, où on arrive à battre en brèche les bureaucraties, c'est une grève qui est contrôlée démocratiquement par toutes et tous, par tous ceux qui l'amènent, toutes celles qui l'amènent, avec des assemblées générales plénières, avec des systèmes de coordination réellement démocratiques, avec des principes tout simples, hein, comme des mandats, et Sandrine l'a dit tout à l'heure, des mandats révocables, des mandats impératifs. Et tout ça, ce sont des pistes pour construire d'autres outils. Et puis évidemment, on n'est pas en train d'inventer le mouvement social, on n'est pas en train d'inventer le mouvement révolutionnaire. Le mouvement révolutionnaire, il a déjà une histoire riche d'expériences, de réussites, d'échecs, de limites. Et évidemment, on va puiser dans toutes ces expériences parce qu'on ne part pas de rien. Je ne vais pas m'amuser à citer toutes les expériences, elles sont variées au travers des siècles et puis de par le monde. Hein, mais pour donner des exemples, ça peut aller des communes en France dans les années 1870-1871 jusqu'aux mouvements zapatistes, en passant par exemple par les soviets, par la révolution espagnole, par les conseils d'usine, par les mouvements décoloniaux aussi qui ont apporté beaucoup, les mouvements de décolonisation, je voulais dire, et plein d'autres mobilisations et plein d'autres expériences très riches. Pour revenir à ce que je disais, si ce n'est pas dans les institutions actuelles que nous arriverons à changer de société, ça veut dire évidemment une corollaire toute simple, c'est pas l'Élysée, c'est pas non plus par l'élection présidentielle. Alors pourquoi on se présente à l'élection présidentielle dans ces cas-là, on nous demandera. Et c'est la deuxième partie de mon intervention. Évidemment, on pense et on assume très bien que ce ne sont pas les élections qui vont changer la face du monde. Pour autant, nous pensons que la campagne que nous lançons ici, elle a la possibilité d'être réellement utile à notre pan social. Évidemment, si on ne pensait pas ça, d'ailleurs, on ne s'y lancerait pas, c'est assez logique. Elle peut être utile à plusieurs titres, et je vais en citer que quelques-uns, ce sont des pistes de réflexion, mais tout premièrement, évidemment, pour faire connaître nos idées, pour les populariser le plus massivement possible. C'est un travail, évidemment, qu'on fait au quotidien, en dehors de toute période électorale, mais que les élections vont nous permettre de faire aussi à une échelle plus large, plus massive, avec un accès pas équitable, on ne croit pas à ce genre de fable, mais avec un accès quand même un petit peu plus que d'habitude aux médias de masse, par exemple. Et c'est pas qu'on se fasse des illusions sur le rôle des médias, évidemment que non, mais si on a la possibilité ponctuellement de toucher quelques millions de personnes en s'exprimant pendant quelques minutes et de faire passer quelques messages, on aurait vraiment tort de s'en priver. C'est aussi, tout simplement, sans avoir d'illusion électorale, ça ne nous empêche pas de constater un simple fait, un fait objectif, c'est qu'aujourd'hui encore, les élections représentent un moment important de la vie politique pour des millions de personnes, et principalement les élections présidentielles qui souffrent un petit peu moins du discrédit du système électoral que d'autres. C'est des personnes qui s'intéressent souvent, il y a des millions de personnes qui vont s'intéresser un petit peu plus aux discussions, aux débats d'idées, aux discussions politiques dans cette période-là, qui seront plus ouvertes à venir discuter, à partager, à échanger des idées lors des diffusions, lors des réunions publiques, lors des meetings qu'on va organiser. Et ça, c'est quelque chose dont on aurait tort de se priver. Et puis, je parlais des faits qui sont têtus, les faits, et il y a un autre fait, c'est que ces élections, qu'on en veuille ou non, elles vont avoir lieu. Et là, on est parti pour 3 mois où on va nous bassiner quotidiennement, à longueur de temps, avec les élections présidentielles. Et quand je dis avec les élections présidentielles, le problème, c'est que c'est surtout avec la rengaine omniprésente qu'il y aura, avec les rengaines libérales, réactionnaires, avec les 50 nuances de racisme d'État, avec les 50 nuances d'électoralisme. Et nous, ce qu'on souhaite faire, c'est s'inviter un petit peu par la petite porte dans ce jeu-là, tout simplement pour porter une autre voix, une voix discordante. Une voix, par exemple, qui n'oublie pas les mobilisations. Parce qu'il n'y a pas un temps pour les mobilisations et puis un temps pour les élections. Pendant les élections, il faut continuer à parler des mobilisations qui continuent d'exister et aussi de celles que l'on souhaite pour la suite. Un temps où on parle du quotidien, des besoins réels de la population de tous les jours. Et cette voix discordante, on compte la porter fermement, avec radicalité, parce que c'est quand même un avantage d'être candidat à une élection sans ambition électoraliste. C'est tout simplement qu'on n'est pas obligé de s'auto-censurer en permanence, parfois de perdre quelques voix, et on compte bien le faire avec la même force que ne sont fortes les voix réactionnaires et fachos, qui eux ont tendance à ne pas se cacher derrière leurs petits doigts et par bien dégueuler le plus fort possible. On ne vient effectivement pas dans cette campagne électorale pour en respecter les codes et pour se tenir sage pendant toute la campagne.
Si on débarque dans le cercle électoral, c'est plutôt avec l'idée d'être comme une meute de chiens fous dans un jeu de quilles et déterminé à renverser absolument toutes les quilles. Je disais donc que l'on est là pour porter une autre foi, et on est aussi là pour donner confiance, redonner confiance à la population. Quand je dis redonner confiance, c'est pas donner confiance en nous, hein, c'est pas le serpent dans le livre de la jungle qui disait « ayez confiance », mais pour que chacun reprenne confiance en lui-même. Et ça, c'est quelque chose de primordial, de manière générale, déjà, de montrer aux gens qu'ils ne sont pas seuls dans leurs préoccupations du quotidien, qu'ils ne sont pas seuls avec leurs idées, avec leur rage et leur colère contre la situation actuelle. C'est quelque chose qui est toujours valable dans une société ultralibérale, mais qui est encore plus valable, je dirais, dans la conjoncture présente, qui est légèrement, je pense que vous l'aurez remarqué, marquée par la pandémie et par une tentation de plus en plus grande d'isolement et d'individualisation. Et montrer qu'on n'est pas seul, montrer qu'évidemment, oui, on peut venir à plusieurs centaines dans des meetings, à partager des mêmes idées, montrer qu'on peut être plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers à partager le même matériel, à partager la même vidéo sur Internet, et plusieurs centaines de milliers, voire millions, à voter aussi pour les mêmes idées. Parce que, évidemment, pour nous, le score électoral, c'est pas l'alpha et l'oméga. Si on arrive à convaincre quelqu'un de se mobiliser, on sera encore plus content que si on arrive juste à le convaincre de voter. Mais pour autant, nous pensons que si les élections ne changent pas la vie, si les scores électoraux ne changent pas la société, ils ne sont pas sans aucun impact sur celle-ci. Et par exemple, pour reprendre une image qui est souvent utilisée, le thermomètre, il ne crée pas la température, mais par contre, il peut quand même modifier la perception qu'on en a. Et ça, c'est un outil aussi de confiance, et c'est quelque chose qui peut donner plus de poids et plus de crédibilité à nos idées. Et quand je parle aussi de redonner confiance à la population, c'est pas seulement ça, c'est aussi redonner confiance dans la capacité de prendre nos affaires en main. Parce que, on l'aura compris, on n'est pas là pour proposer un simple programme électoral, on n'est pas là pour dire, nous, on est pour telle et telle mesure, et puis votez pour nous, on les appliquera et tout ira mieux pour vous. On est là pour porter un projet politique d'ensemble, et ce projet, il passe par la reprise de nos affaires en main de manière collective. Et dans ce cadre-là, notre candidature, elle sera incarnée, alors en l'occurrence par Philippe Poutou, dans le cadre de cette campagne présidentielle, ça aurait pu être un ou l'autre, et ça aurait été pareil, mais là c'est lui. Philippe Poutou, qui, comme tout le monde le sait, est un ouvrier qui plus est, qui a été licencié récemment, qui est donc pointe au chômage, comme beaucoup trop d'entre nous, et qui n'appartient pas à la petite élite médiatique, à la petite élite bourgeoise qui est un peu dans l'entre-soi, et qui on a tendance à considérer les élections souvent comme presque une réunion en non-mixité de petits groupes dirigeants. Et Philippe Poutou qui ne sort pas non plus des mêmes écoles, qui ne respecte pas forcément les mêmes codes. Et montrer que Philippe Poutou, malgré tout prolo qu'il soit, tout bec prolo qu'il soit, j'ai envie de dire, est capable de porter un projet politique, de porter des idées politiques et de les défendre, c'est pas intéressant en soi pour montrer que Philippe Poutou peut le faire, mais pour montrer que si Philippe Poutou peut le faire, nous pouvons tous et toutes le faire, et que chacun d'entre nous peut prendre les choses en main, avoir un avis sur ce qu'il faut, et qu'on n'a pas besoin de passer par l'entremise de politiciens professionnels qui sauraient à notre place qu'est-ce qu'il nous faut et qui sauraient l'exprimer à notre place. Et on a bien l'intention de porter ce discours, et d'ailleurs on va le faire. On va le faire, mais ce qu'on espère, c'est qu'on va le faire aussi collectivement. Et je vais finir là-dessus, parce que je crois que j'ai été un petit peu long, et désolé pour le masque qui tombe sans cesse. Mais on va le faire le plus collectivement possible, parce que notre but dans cette campagne, c'est de ne pas mener une seule campagne uniquement des militants du NPA, mais aussi d'entraîner le maximum de monde avec nous, d'entraîner le maximum de monde dans la discussion politique, parce que la discussion politique en soi, c'est déjà de la politique, c'est déjà lutter contre le système, de porter nos idées et de défendre des idées dans un système où on voudrait qu'on se ferme notre gueule. Mais au-delà de ça, c'est aussi d'entraîner le maximum de monde dans l'activité politique, pas seulement dans la discussion, d'entraîner le maximum de monde à s'organiser, et à s'organiser évidemment pendant la campagne, mais le but, ce n'est pas simplement pendant la campagne, c'est par le biais de cette campagne d'amener le maximum de monde à s'organiser, à prendre ses affaires en main à beaucoup plus long terme. Et pour conclure, je dirais, vous avez peut-être vu le slogan qui a été sur pas mal de tracts et d'affiches du NPA ces derniers temps, « On sera là ». Quand on dit « on sera là », ce n'est pas seulement le NPA, et là, c'est pas seulement pendant la campagne présidentielle, c'est nous toutes et tous les exploités
nous serons là, partout, tout le temps, au travers du chemin de nos exploiteurs, des racistes, des patrons, et nous y serons tant qu'il y en aura besoin, c'est-à-dire tant que cette société existera.